qu'on va commencer la série des questions avec Monsieur Amédée Moirabou. Amédée Moirabou pour le compte de Finances et Entreprises. Monsieur le ministre, je suis un peu surpris de votre satisfaction par rapport aux résultats, notamment à ce qui concerne la réduction du prix de carburant. Et dans votre argumentaire, vous prenez fait aux causes des opérateurs économiques qui font plus de recettes. Oui, ça peut se vérifier. Vous parlez aussi des Wewa qui font un peu plus, qui dépensent moins dans les carburants. Mais moi, je vous dirais, je sais que le premier objectif qui était visé par le gouvernement, en baissant le prix du carburant, c'était pour que les Congolais lambda qui prennent les transports puissent débourser le moins possible. C'était ça l'idée principale. Aujourd'hui, vous ne pouvez rien dire par rapport à ça parce que les fonctionnaires qui habitent Kingasani et qui travaillent à la Gombe, à la fonction publique, il vous dira chaque jour, il dépense peut-être 10 000 francs congolais. Parce que les prix des transports a triplé, quadruplé, voire quintuplé, à cause notamment des embouteillages qu'on connaît à Kinshasa. Donc, je suis un peu troublé avec votre satisfaction, parce que moi, je suis automobiliste, mais je vous dirais franchement, Excellence, je préférerais plus rouler sur une bonne route que les routes en lambeaux qu'on a actuellement là, parce que si je vous dis la facture que je dépense pour les réparations, et en tout cas, moi, je n'applaudis pas parce qu'on a réduit de 400% et de 400 francs les litres de l'essence. Donc, est-ce que vous avez pensé aux fonctionnaires? Parce que c'est ça. Aujourd'hui, ils payent plus que ce qu'ils payaient avant, malgré la réduction du prix. Je vous ai suivi, Excellence. Vous avez donné des statistiques de ce que le gouvernement paye, notamment pour les manques à gagner avec les pétroliers. Vous parliez que de 340 millions de dollars dépensés chaque année pendant les 4 dernières années pour payer les manques à gagner des pétroliers producteurs. En 4 ans, 340 millions de dollars, ça fait 1,360 milliard de dollars. Je dis bien 1,360 milliard de dollars. Excellence. Si on avait investi cet argent dans un réseau de transport à Kinshasa, mais le fonctionnaire, il paierait 1000 francs, il quitte Kingasani et il atteint la Gombe. Mais vous avez préféré donner cet argent aux pétroliers producteurs qui sont des opérateurs économiques. Voilà, c'est ça ma première inquiétude. Alors, Excellence, vous êtes économiste. Aujourd'hui, quand on regarde les top 5 des économies du monde, on voit le Japon, on voit l'Allemagne. Et ces deux pays ont en commun le fait qu'ils ont perdu la Deuxième Guerre mondiale. Mais déjà, 10 ans après la Première Guerre mondiale, 15 ans après, c'était des économies fortes. En tant qu'économiste, quelle stratégie de politique économique pouvez-vous mettre en place pour permettre à la RDC de faire de la donne actuelle de la guerre une économie dynamique et émergente? La dernière question, si vous permettez. Dans toutes vos réunions de conjoncture économique, vous nous parlez des taux de change, vous nous parlez des taux d'inflation, des taux directeurs de la Banque centrale, mais jamais, alors jamais, vous ne parlez du taux de chômage. Vous le savez bien en tant qu'économiste que le taux de chômage, c'est un des indicateurs clés dans l'économie. Pourquoi votre gouvernement ne fait pas du taux du chômage un indicateur de votre politique économique? Voilà. Merci. Merci. Merci bien. Je vais d'abord répondre à votre première question. Je vais la prendre par le dernier bout, c'est-à-dire les pertes et manques à gagner. D'abord, pourquoi parce que dans votre argument, vous dites que vous avez préféré payer aux sociétés au lieu d'utiliser cet argent pour financer, par exemple, les routes. Mais pourquoi cet argent est payé? Pourquoi on appelle ça manque à gagner? C'est parce que le gouvernement a choisi de subventionner les produits pétroliers, c'est-à-dire de les vendre à un prix qui est inférieur au prix économique.
Je vais vous donner un cas simple. Aujourd'hui, dans la structure actuelle, c'est-à-dire dans le prix que vous avez à la pompe, 2990 francs le litre d'essence, 2980 francs le litre de mazout, ce prix-là est calculé avec un taux de change de 1 dollar pour 2600 francs. Alors que sur le marché, le dollar n'est pas à 2600 francs. Le pétrolier qui importe du pétrole en dollars, qui le vend en francs, il a besoin, quand il a vendu en francs, de racheter des dollars. Donc, on lui fait perdre de l'argent en calculant, en imputant dans le prix le dollar à 2600 francs plutôt qu'à 2850. Voilà une des sources de ce manque à gagner. Ça veut donc dire que si aujourd'hui, nous calculons le prix de produits pétroliers en mettant le taux de change de 2850 ou 2860, le carburant coûtera beaucoup plus cher qu'il ne coûte actuellement. C'est donc une façon pour le gouvernement de prendre sur lui une partie de la charge qu'aurait supporté le consommateur final. Mais je peux vous rassurer à ce sujet d'ailleurs. Vous avez raison, ces manques à gagner étaient assez élevés. Pour fin 2023, les manques à gagner évalués à fin 2023 ont tourné dans les 300 millions de dollars qui ont été remboursés totalement. Mais l'effort que nous avons commencé à faire et qui produit déjà des résultats au ministère de l'Économie nationale avec les autres structures, parce que c'est des décisions qui sont prises dans une commission où vous retrouvez le ministère de l'Économie nationale, le ministère des Hydrocarbures, le ministère des Finances, la DGDA, ainsi de suite. Pour le premier semestre 2024, les manques à gagner se sont chiffrés à 16 millions de dollars pour tous les 6 mois. Les chiffres pour le deuxième semestre seront connus avec certitude dans les jours qui viennent, en tout cas avant la fin de ce mois. Mais je sais déjà, parce que les estimations existent, que nous allons rester dans ces limites-là et que nous n'allons probablement même pas dépasser les 16 millions de dollars. Donc, le gouvernement a fait un effort pour diminuer sensiblement les pertes et manques à gagner. Et dans les efforts que nous allons faire dans les jours qui viennent, il s'agira notamment d'augmenter le taux de change dans les calculs du prix pour diminuer le manque à gagner afin que ces ressources servent à autre chose plutôt qu'à financer des pertes encourues par les sociétés pétrolières. Vous allez peut-être demander, mais alors pourquoi le gouvernement prend cette mesure-là? Mais il prend cette mesure-là parce que, imaginez un seul instant qu'il manque de produits pétroliers dans le pays, ce serait la catastrophe. Donc, tout faire pour que l'approvisionnement en produits pétroliers soit régulier est quelque chose de fondamental. Et ne pas mettre tout le poids sur les citoyens, mais enlever une partie de ce poids, c'est ça la position que le gouvernement avait choisie. Je peux vous garantir que dans certaines zones, parce que dans ce secteur, nous divisons le pays en 4 zones, Est, Sud, Nord et Ouest, mais dans la zone Sud, là où nous avons beaucoup de miniers qui sont les plus grands consommateurs de produits pétroliers, nous n'avons plus de manque à gagner dans cette zone-là, parce qu'on a pris un certain nombre de mesures qui ont permis de diminuer les manques à gagner. Alors, vous avez parlé dans votre question, je comprends. Moi, en tant que ministre de l'économie, j'aurais aussi voulu voir qu'à la suite de cette mesure, parce que 13%, c'est au-delà de 5%. Et en principe, le prix de transport devait être revu à la baisse pour refléter cette diminution de charges. Mais ici, ne mélangeons pas le problème des embouteillages
avec des phénomènes économiques sur la base desquels nous, on prend ces décisions. Rappelez-vous qu'avant cette baisse des prix de début octobre 2024, il y avait eu plusieurs augmentations des prix de produits pétroliers sur les 12-18 mois qui avaient précédé, qui n'avaient pas été reflétés dans les prix de transport. Donc beaucoup de transporteurs, parce que les décisions ont été prises, en tout cas, par les autorités compétentes, qui sont le gouverneur de province. C'est au gouverneur de province qu'il revient, après avoir réuni les différentes corporations, de déterminer les prix des transports publics. Donc les transporteurs ont dit, quand vous augmentiez, vous nous avez empêché d'augmenter, et maintenant que vous diminuez, vous voulez que nous diminuions, vous ne tenez pas compte des pertes que nous avons encourues dans le passé. Mais laissez-moi au moins vous rassurer que, il est maintenant établi que lorsque les conditions le permettent, le prix des produits pétroliers peuvent baisser dans ce pays. Nous l'avons démontré. Parce que généralement, le prix augmentait et il y avait toujours des raisons pour qu'ils augmentent. Et quand il y avait des conditions pour qu'ils baissent, ils ne baissaient pas. Donc maintenant, quand ils doivent baisser, ils baisseront. Quand ils doivent augmenter, ils augmenteront. J'espère aussi qu'il y aura une meilleure collaboration entre les autorités provinciales et les associations des transporteurs pour que les décisions qui sont prises par le gouvernement central sur les prix des produits pétroliers se reflètent sur les tarifs de transport. Mais pour terminer sur cette question, sachez aussi que le même gouvernement subventionne un certain nombre d'entreprises de transport. Le prix de... Évidemment, vous allez dire, oui, Transco n'a pas suffisamment de bus, mais le tarif de Transco est resté inchangé. Pourquoi? Parce que Transco est subventionné. Il reçoit du ministère de l'économie chaque mois, Transco, Transacademia, SNCC et bien d'autres entreprises qui sont donc subventionnées par le même gouvernement de manière à maintenir bas les tarifs pratiqués par ces sociétés. Le Japon et l'Allemagne étaient déjà des puissances industrielles avant la guerre. L'effort pour redémarrer après la guerre, avec aussi l'appui de pays qui les avaient vaincus, notamment les États-Unis, peut donc expliquer ce regain rapide. En ce qui nous concerne, j'ai parlé tout à l'heure du Kasaï oriental. Les statistiques que nous avons jusqu'en 2023-2024 montraient que le Kasaï oriental ne produisait que entre 17 et 21% de ses besoins en maïs. Donc, c'est une province, on va dire, exposée à toute perturbation dans l'approvisionnement du maïs, parce que si vous-même, vous ne produisez que 1/5 de ce que vous consommez, le reste, vous le tirez des provinces voisines, de l'Omami, du Kasaï essentiellement, sinon du maïs importé. Mais regardez la position du Kasaï oriental au centre du pays, enclavé, très éloigné et de la frontière sud et de la frontière ouest. Donc l'effort qui a été fait dans les Kasaï oriental, c'est d'accroître la production locale. Et nous sommes encouragés par la réaction des producteurs de maïs dans le Kasaï oriental à la suite d'un appui qui est venu d'abord du ministère de l'Agriculture, mais aussi du ministère de l'Économie nationale, vers le gouvernement provincial, et que cet appui a été bien canalisé vers des projets concrets et vers les agriculteurs. Et aujourd'hui, comme je vous le dis, les résultats sont donc là. Pour rebondir, dans ce pays, nous devons d'abord régler le problème de l'insuffisance alimentaire, le problème de l'autosuffisance alimentaire. Le gouvernement a
fait le pari, dans le programme qui est exécuté pour le moment, de se concentrer sur 5 produits. Le maïs, le manioc, le soya, l'huile de palme et le riz. 5 produits pour lesquels il est envisagé on va dire, sur une période de 4 à 5 ans, de diminuer sensiblement le déficit que nous avons sur ces produits, mais en même temps d'encourager la transformation de ces produits. Le gouvernement a par exemple lancé un programme, le programme agricole volontaire, avec quelques bases agricoles dans lesquelles ont été investies d'importantes sommes d'argent pour mettre en place des vraies usines, des usines de manioc, des usines de maïs, permettant de transformer la production locale en produits qui peuvent être facilement stockés et facilement conservés de manière à stabiliser le marché de ces biens. Mais vous avez raison, cela ne sera possible que si nous gagnons en même temps la guerre du désenclavement des zones rurales et si nous gagnons en même temps la guerre de la production locale des semences et des engrais. Le ministère de l'Agriculture est en train de relancer la production de semences, en commençant par le maïs. Et il y a un certain nombre de programmes similaires pour le manioc et pour le riz. Alors la question de taux de chômage, vous avez raison, et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que le premier engagement majeur du chef de l'État, c'était la création d'emplois, parce que c'est le plus grand défi de ce pays, dont la population est extrêmement jeune. Le plus grand défi, c'est de créer des emplois. Mais les emplois, ils sont principalement créés par les entreprises. Donc, création d'emplois va de pair avec création d'entreprises. Mais il ne suffit pas de créer des entreprises, il faut encore que ces entreprises survivent, parce que beaucoup d'entreprises sont créées et meurent jeunes. Si vous vous rappelez, il y a quelques 2 semaines, je pense, il y a 2 ou 3 semaines, le président de la République a personnellement présidé une réunion sur l'amélioration du climat des affaires. Et chaque ministre concerné, moi y compris, j'ai reçu de Son Excellence Madame la Première ministre les assignations qui m'incombent pour que le ministère de l'économie participe à cet effort collectif d'améliorer le climat des affaires pour qu'il y ait plus d'entreprises qui soient créées, que les entreprises soient créées un peu plus facilement, mais qu'elles aient plus de chances de survivre, de grandir et donc de créer des emplois. Il serait illusoire de penser que c'est l'État qui va créer les millions d'emplois qui sont requis dans ce pays. C'est essentiellement le secteur privé et c'est l'effort que le gouvernement est en train de faire pour le moment.